Bien, chers collègues, bonjour pour ceux que je n'ai pas vus ce matin. Nous examinons sur le rapport de Pierre-Yves Leborgne le projet de loi qui autorise la ratification de l'accord de Paris adopté par la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, texte numéro 3719. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente, chers collègues. L'accord adopté le 12 décembre dernier lors de la conférence Paris Climat 2015, la COP 21, est un texte qui marquera l'histoire des relations internationales. Cet accord ouvre la perspective d'un pacte avec le futur, selon l'expression même du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, car il donne au monde les bases d'une maîtrise des émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine directe des dérèglements climatiques que nous constatons tous ou que nous vivions dans le monde. Le consensus inédit de décembre 2015, avec 195 États déterminés à agir ensemble face à cette menace pour l'avenir de l'humanité, vient d'être confirmé par les conditions dans lesquelles l'accord a été ouvert à la signature à New York le 22 avril dernier. 175 pays étaient représentés à cette cérémonie solennelle, 55 chefs d'État et de gouvernement étaient présents, 15 pays, dont les règles constitutionnelles le permettent, ont d'ores et déjà déposé leur instrument de ratification le 22 avril. À titre de comparaison, et je crois que c'est utile d'en faire une, c'est très au-delà de la Convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer, qui n'avait reçu que 119 signatures le même jour. La prise de conscience au niveau mondial quant à la nécessité et à l'urgence d'agir est réelle. Les indicateurs climatiques nous le rappellent. Il s'agit d'abord de la concentration des gaz à effet de serre, qui est de l'ordre de 400 particules par million, ppm pour le CO2, alors qu'il faut la contenir à 450 ppm afin de limiter la hausse des températures à 2 degrés Celsius. Mais il s'agit aussi des températures moyennes qui s'élèvent inexorablement. Les années chaudes sont bien plus fréquentes dans les périodes les plus récentes qu'elles ne l'étaient par le passé. Interviennent également des développements préoccupants. Ainsi, il est désormais avéré que le rôle de l'Antarctique n'est pas neutre, que ces glaces fondent et qu'il faut par conséquent réévaluer l'ampleur de l'élévation du niveau des océans. Les comportements changent aussi. Aujourd'hui, les appels de la finance en faveur de l'action pour le climat reposent sur une analyse économique de fond. La transition énergétique et l'économie verte offrent des perspectives de croissance et d'emploi, et le très faible niveau des taux d'intérêt incite aux investissements massifs dans les énergies renouvelables. Les travaux du secteur de la finance conduisent à l'évaluation des risques climat et des contenus carbone des produits financiers et des produits d'assurance, évaluation qui n'existait pas, ou presque pas, auparavant. De même, des pays producteurs d'hydrocarbures tels le Canada ou même l'Arabie saoudite envisagent des mutations profondes de leur économie. La Chine réduit de manière significative son recours au charbon. Dans la sphère commerciale, pour ne citer que cet exemple très récent puisqu'il date de lundi dernier, un groupe phare comme Total vient d'annoncer une OPA amicale sur Saft, une entreprise pionnière, déjà ancienne, de notre pays, présente dans l'industrie des batteries et notamment dans le stockage de l'électricité qui est à terme la solution à la difficulté qui demeure de l'intermittence de la production des éoliennes et des panneaux solaires. De fait, nous sommes bien, comme le note Hubert Védrine dans son dernier ouvrage, dans une transition vers une géoécologie mondiale qui structure sur des bases différentes et plus collectives la société internationale que ne le font la géopolitique et la géoéconomie. C'est donc par un succès de la diplomatie française, unanimement saluée dans le monde, succès notamment de Laurent Fabius, auquel je veux rendre hommage, succès de notre ambassadrice Laurence Toubiana, notre championne Laurence Toubiana, à laquelle je rends aussi hommage, auquel il faut associer Ban Ki-moon, que s'achève une mutation commencée avec le sommet de la Terre à Rio en 1992 et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CNUC. Ce succès est aussi un succès de méthode, avec une préparation très en amont des conditions de l'accord et l'association fondée, efficace,
et surtout pertinente de la société civile, des entreprises, des collectivités territoriales, des villes, sur qui repose la réalisation concrète dans le cadre de l'agenda de l'action et de l'agenda des solutions de la transition énergétique qui s'impose sur les quelques décennies à venir. L'accord de Paris représente donc la base nécessaire pour agir au niveau international, le seul niveau efficace, disons-le, pour le climat et pour protéger la vie sur notre planète. C'est un texte de compromis assez long, à raison de 29 articles, accompagné notamment sur la question du financement des dispositions de la décision COP 21, essentielle à la compréhension de son détail, une décision reposant sur 140 paragraphes. C'est un texte ambitieux, car il réaffirme bien que l'objectif est de contenir l'élévation des températures terrestres nettement en dessous de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, et si possible de le faire à 1,5 degrés Celsius. Il préconise également le franchissement au niveau mondial du pic des émissions de gaz à effet de serre le plus tôt possible, je cite, dans les meilleurs délais, et la neutralité des émissions au cours de la seconde moitié de notre siècle. Des transferts solidaires au profit des pays du Sud sont prévus. La décision qui accompagne l'accord réaffirme bien l'objectif de 100 milliards de dollars par an jusqu'à 2025, avec avant cette même année la fixation d'un objectif plus ambitieux tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement. De même, selon un mécanisme solidaire et non de responsabilité juridique, le rôle du mécanisme de Varsovie, dit de pertes et dommages, est renforcé par l'accord. L'accord de Paris est par ailleurs un accord universel. Il prévoit des responsabilités communes, mais différenciées, une reconnaissance des besoins et des spécificités des pays en développement. Plusieurs articles prévoient ainsi des modulations ou des dispositions spécifiques. Les outils sont bien là, avec la prise en compte des puits de carbone, dans le cadre de l'article 5 qui incite à leur préservation et, le cas échéant, à leur renforcement. Est également prévu à l'article 6 un mécanisme de transfert international de quotas de carbone, lequel tente au développement et à l'interconnexion des marchés carbone. L'article 7 donne une approche précise de l'adaptation aux impacts du changement climatique. L'article 10 concerne les technologies. L'article 11, les besoins en capacité des pays. Et l'article 12 décline une dimension citoyenne bienvenue avec l'éducation, la formation, la participation du public notamment. Enfin, l'article prévoit bien entendu des dispositions institutionnelles et de procédures précises. Parmi elles, il faut mentionner surtout la clause d'entrée en vigueur avec 2 fois 55, 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et 55 États ou 54 États et l'Union européenne doivent avoir ratifié pour que ces 2 fois 55 conduisent à l'entrée en vigueur du texte. Ces ratifications doivent être transmises au secrétaire général des Nations Unies, qui est dépositaire de l'accord. Les dispositions les plus importantes, celles qui sont au cœur de l'accord, méritent davantage de développement, car elles portent sur les contributions climat, ce qu'on a appelé dans le jargon de l'organisation les CDN. L'accord est universel, car chaque pays doit en déposer une de CDN. Et il doit accomplir cette obligation avant 2020, comme l'indique la décision qui accompagne l'accord. Un cadre de transparence et de contrôle destiné à assurer la confiance mutuelle est également prévu, avec notamment la publicité de ces contributions. L'accord, non seulement est universel, mais il est aussi dynamique, car ces contributions font l'objet d'une clause de révision obligatoire tous les 5 ans, et cette révision ne peut se faire que dans un seul sens, par un effet cliquet, vers davantage d'ambition. En outre, l'accord prévoit également tous les 5 ans un bilan mondial organisé 2 ans avant la remise des contributions du cycle suivant, et le premier est donc prévu pour 2023. Sont ainsi mis en place tous les éléments d'un mécanisme de revue par les pairs, dont on a pu constater l'efficacité dans d'autres domaines au niveau international. Il est toujours difficile pour un pays de prendre le risque de s'isoler face à la communauté internationale. Et c'est pour cela, je crois, que l'absence de sanctions ne signifie pas l'absence d'efficacité.
Ce que les anglo-saxons appellent name and shame est redoutablement efficace dans ce cadre. Ce mécanisme de revue par les pairs est même prévu pour commencer avant 2020, date prévue pour le dépôt des premières CDN. Un premier exercice est prescrit pour 2018 sur la base des 190 contributions nationales déposées pour la conférence de Paris. La décision qui accompagne l'accord prévoit en effet deux développements importants. Il s'agit d'une part, je cite, d'un dialogue de facilitation pour faire le point des efforts collectifs déployés par les parties en vue d'atteindre l'objectif à long terme et d'éclairer l'établissement des contributions déterminées au niveau national pour 2020. Il s'agit d'autre part d'un rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, je cite, sur les conséquences d'un réchauffement planétaire supérieur à 1,5 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et les profils connexes d'évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Cette dynamique doit permettre de déboucher sur la transition énergétique nécessaire pour décarboner substantiellement notre économie au niveau mondial. Mais l'accord de Paris ne règle pas tout, et il reste beaucoup à faire d'ici à 2020. Je vois notamment trois grands enjeux d'ordre institutionnel. D'abord, il faut que la ratification intervienne le plus vite possible. En plus des 15 ratifications déjà accomplies que je citais en ouverture, les États-Unis et la Chine ont indiqué y procéder dès cette année, avant le G20 de septembre pour la seconde, pour la Chine. Cette annonce des deux principaux émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre met clairement en évidence le risque que l'Union européenne, qui a fait bien davantage que le reste du monde en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, ne perde cependant le leadership au niveau mondial si les 27 ne suivaient pas l'exemple de la France d'une ratification rapide. En l'état, je crois qu'il faut rester prudent sur le calendrier de nos partenaires, compte tenu des émissions de chacun, une ratification par la Chine, les États-Unis et les 28, qui représentent environ la moitié des émissions mondiales, et de quelques autres pays, ferait que la clause des 2 fois 55 serait rapidement acquise. Il serait, de manière évidente, regrettable que l'Europe ratifie après l'entrée en vigueur de l'accord, car sur tous les continents, la dynamique est déjà là. Et dans un nombre non négligeable de pays, y compris l'Inde, l'on envisage des ratifications à assez brève échéance. Le second enjeu que je veux distinguer est de maintenir la dynamique même de l'accord de Paris. Plusieurs rendez-vous internationaux importants sont prévus dans le courant de cette année, destinés notamment à la société civile, aux entreprises et aux collectivités territoriales. Ce sont là les acteurs qui mettent en œuvre de manière concrète, dans le cadre de l'agenda des solutions, les éléments de l'atténuation et de l'adaptation. Je viens du monde de l'entreprise et je vois profondément comment le monde de l'entreprise peut être décisif dans la réalisation des objectifs contenus même dans l'accord de Paris. Enfin, le troisième enjeu que je distingue est d'ordre financier. Il est au cœur de la relation de confiance avec les pays du Sud, notamment avec les pays africains. Il faut voir plus clair sur le niveau, sur la composition, sur l'affectation de ces financements. Avec un peu moins de 10 milliards de dollars, le fonds vert n'est qu'une partie de l'enveloppe des 100 milliards de dollars par an qui doit intervenir vers 2020 et ensuite s'accroître. Il y a donc encore bien du travail à faire sur la répartition entre financement public et financement privé, entre dons et prêts, entre atténuation et adaptation, et aussi sur la teneur de ce qui relève de l'adaptation dans le cadre de projets concrets. Se trouve de même en arrière-plan de l'ensemble de ce débat les transferts de technologie. La COP22 se tiendra à Marrakech en novembre prochain. Elle est déjà activement préparée par la présidence française, exercée désormais par Ségolène Royal, et la future présidence marocaine, bien entendu. Elle a un ordre du jour chargé. Ce sera aussi le cas des autres réunions qui suivront. En effet, la période de l'avant 2020 est critique, car nous devons faire, sur le plan énergétique, des efforts rapides et importants pour franchir le pic des émissions mondiales le plus rapidement possible. La logique de l'approche par le budget carbone
qui mesure les quantités de gaz à effet de serre que l'on peut encore rejeter dans l'atmosphère, tout en restant dans la limite des 2 degrés Celsius, est implacable. Le seul maintien au niveau actuel des émissions nous conduirait à épuiser ce budget avant 2040, c'est-à-dire demain. Les 190 contributions nationales sur le climat qui ont été déposées pour la COP21 nous conduisent à une élévation des températures aux alentours de 3 degrés. C'est mieux que les 4 degrés antérieurement prévus, mais c'est en même temps nettement insuffisant. C'est pourquoi je souhaite, à l'occasion de la présentation de ce rapport, insister vivement sur l'importance d'une révision en 2018 de ces contributions pour que celles déposées en 2020 pour l'application de l'accord climat soient plus ambitieuses. En parallèle, il faut que les mesures prises au niveau national en matière de transition énergétique soient bien entendu crédibles. Ce rendez-vous de 2018 sera d'autant plus stratégique que c'est cette même année que devront être définies les mesures de contrôle des émissions dites de MRV, mesures, reporting et vérification. Certes, les progrès de la technique satellitaire permettrait de faire des contrôles du respect des engagements des États, mais il reste préférable, dans une organisation fondée sur la confiance, que chacun d'entre eux dispose de ses propres instruments. Pour la transition énergétique mondiale, les grandes initiatives comme l'Alliance solaire internationale, notamment portée par l'Inde, la mission Innovation et l'initiative Énergie pour l'Afrique, portée par notre ancien collègue Jean-Louis Borloo pour électrifier le continent africain, comme le requiert le développement industriel et la stabilité des populations, sont autant de projets essentiels. Mais le principal enjeu est de parvenir à une solution crédible et partagée, permettant de relever le prix du carbone. C'est en effet le prix du carbone l'élément fondateur, l'élément de traction de la transition énergétique. Actuellement, seuls 12% des émissions mondiales sont couvertes par un mécanisme du prix du carbone, taxation ou mécanisme de marché avec échange de quotas comme le système européen ETS. D'abord, il faut redonner l'avantage au gaz naturel qui émet 2 fois moins de CO2 que le charbon. Le simple remplacement du charbon par le gaz naturel permettrait en soi de réduire de 20% les émissions mondiales de CO2. Ensuite, c'est la clé de la rentabilité sans subvention des équipements de production d'énergie renouvelable. Et les circonstances s'y prêtent, paradoxalement, car les cours des sources d'énergie fossiles sont bas. Cela permet de légitimer la mise en place d'un mécanisme de taxation, comme l'a fait d'ailleurs la France, ou un mécanisme de marché avec un prix plancher, comme le proposait il y a peu le président de la République, suivant ainsi l'exemple du Royaume-Uni, pour pallier aux déficiences de l'ETS, avec un cours à ce jour ridiculement faible, aux alentours de 5 à 6 euros la tonne de CO2. En outre, la baisse du cours des hydrocarbures depuis 2 ans masque la réduction spectaculaire des coûts de fabrication que l'on constate, par exemple, dans le secteur photovoltaïque. Naturellement, cela ne signifie pas un prix unique pour l'ensemble des pays, mais la généralisation, et c'est important, d'un signal prix incitatif pour le changement du mode de production d'énergie. Enfin, il faut faire un effort massif de recherche dans 2 domaines majeurs dont les résultats peuvent accélérer de manière significative la transition vers une économie bas carbone. Le premier concerne le stockage de l'électricité. Je parlais en introduction de l'accord possible entre Total et Saft. Le stockage de l'électricité, c'est la solution à l'intermittence de la production d'énergie renouvelable, telle l'énergie éolienne ou l'énergie solaire. Nous n'avons pas encore les batteries abordables et sans métaux rares qui permettront de passer à la production de masse d'équipements de stockage. Et il nous les faut. Le second effort concerne le captage et la séquestration du CO2, seule solution pour que l'abondance des ressources en charbon de certains pays ne soit plus une nuisance, mais devienne au contraire potentiellement un atout. En conclusion, chers collègues, l'accord de Paris est, à mon sens, un progrès fondateur, mais il reste beaucoup à faire pour sa mise en application et surtout pour que soit maintenue la dynamique tellement nécessaire à l'accomplissement par l'homme, en quelques décennies, c'est-à-dire en si peu de temps, d'une transition énergétique pour laquelle l'histoire ne fournit aucun élément de comparaison. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre la volonté du gouvernement et de Mme Ségolène Royal de procéder à une ratification rapide.
Et c'est dans cette même perspective que je vous propose d'adopter d'une manière tout aussi claire que massive ce texte essentiel à la sérénité de notre futur, à l'avenir de notre planète et à la vie des générations de demain. Je voudrais remercier M. Tocan, avec qui j'ai travaillé tout au long de la préparation de ce rapport, au cours d'auditions passionnantes, dont la dernière a eu lieu ce matin, et vous proposer en guise de conclusion une petite animation. Ah, ça ne marche pas. Ah, quel malheur. On a perdu le réseau. On vous enverra le lien. C'est une très belle animation qui est préparée par le climatologue de l'université de Reading au Royaume-Uni, Ed Harkins, sur l'augmentation des températures depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à 2016 en forme de toile d'araignée, et c'est incroyablement impressionnant et parlant en l'espace d'une demi-minute. Tout y est. Merci. Merci beaucoup, cher Pierre-Yves Le Borgne, notre rapporteur. Oui, moi j'ai vu, Vincent Tocan m'a montré cette animation. C'était absolument, c'est très éclairant, en effet. Merci beaucoup pour cet excellent rapport, très argumenté. Merci surtout d'avoir réussi à mener vos auditions en un temps record, pour permettre justement la ratification la plus rapide possible de ce très important accord. Il était important de pouvoir permettre la ratification de l'accord très vite pour au moins 3 raisons. D'abord, évidemment parce que la France s'est fortement engagée pour parvenir à l'accord de la COP21, qu'elle en est le premier signataire, et puis parce que nous souhaitons qu'elle soit aussi le premier pays à ratifier l'accord, si on met toutefois de côté les 15 pays dont les procédures constitutionnelles ont permis le dépôt de l'instrument de ratification le jour même, où l'accord a été ouvert à la signature. Mais comme nos règles constitutionnelles ne permettent pas de ça, en tout cas, nous avons, et vous nous avez permis d'aller aussi vite que possible, sous réserve évidemment de la décision que rendront et du vote que rendra tout à l'heure la Commission. La deuxième raison, c'est que la clause d'entrée en vigueur de l'accord exige la ratification de 55 pays représentant 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, si bien que si dès la fin de cette année, la Chine, les États-Unis et les 28 États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire 31 signataires qui totalisent 50% des émissions mondiales, ratifient l'accord de Paris, son entrée en vigueur sera acquise. Alors, il est très important, évidemment, que les plus gros émetteurs de carbone soient parmi les premiers à ratifier cet accord. Enfin, troisième raison, l'urgence climatique, vous l'avez abondamment démontré, à nouveau, après tous les débats de la COP21, demande une ratification rapide. Je crois que vraiment, il faut montrer que nous ne souffrons aucun délai pour que la transition énergétique avance au niveau mondial. Au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre, dans 25 ans, nous aurons en effet, vous l'avez dit, dépassé l'objectif des 2 degrés de réchauffement, qui déjà est un maximum, hein, comme nous le savons. Si l'accord entre en vigueur en 2020, il faut pourtant prendre d'ores et déjà des mesures pour avancer sur la voie de la décarbonation de notre économie avant cette échéance. Et la ratification de l'accord est, je crois, un test de la volonté politique des États à se montrer à la hauteur de l'enjeu. Alors, j'ai donc deux intervenants prévus. Je passe tout de suite la parole à Noël Mamère, puis à André Schneider, et ensuite je m'en excuse auprès de ceux qui voudraient intervenir et de Pierre-Yves Le Borgne qui leur répondra parce que je devrais partir. Voilà. Alors, Noël Mamère. Merci Madame la Présidente, merci à notre collègue Le Borgne pour la qualité du rapport qu'il vient de présenter devant nous. Évidemment, il faut ratifier cet accord, et je constate d'ailleurs que nous sommes la moitié de l'Assemblée à poser des questions, ce qui est donc très important, puisque nous sommes 4 pour nous intéresser à un projet qui engage l'avenir de l'humanité, ce qui en dit long sur l'intérêt de nos collègues concernant la COP21. Et ce qui donc doit aussi nous inquiéter sur la mobilisation des responsables politiques de par le monde, sur des engagements contraignants concernant la réduction du réchauffement climatique, dont nous connaissons les conséquences économiques, écologiques et sociales. Pourquoi je parle d'accord contraignant? Parce que cette COP21 est précisément un accord qui n'est pas contraignant.
Souvenons-nous des discussions sans fin sur shall et should. C'est should qui a été retenu et non pas shall. Et donc, s'il n'y a pas d'accord contraignant, il va falloir miser sur la volonté politique. Certains pays qui ne sont loin d'être démocratiques, je pense en particulier à la Chine, qui sont confrontés aujourd'hui à des problèmes de pollution tels qu'ils ne posent plus simplement des questions d'environnement et de santé publique, mais des questions d'ordre social, avec des soulèvements dans une certaine partie de ce pays, liés à cette question de la pollution et du réchauffement climatique. Et paradoxalement, les démocrates qui réclament une transition par les voies de la démocratie sont finalement beaucoup plus faibles que ceux qui, aujourd'hui, ont des régimes autoritaires pour appliquer des formes d'éco-totalitarisme. Nous avons vu comment, par exemple, nous avons évité des conséquences dramatiques de Tchernobyl quand le régime soviétique a envoyé des milliers de mineurs pour cimenter le socle de cette centrale nucléaire, provoquant des milliers de morts qui se seraient bien dispensés d'être envoyés de force dans cet endroit. Il n'y a rien dans la COP21 sur la question des énergies fossiles, principalement à la demande de l'Arabie Saoudite et du Canada de Harper, pas celui de Trudeau. Et on voit bien les conséquences de cette voracité de nos sociétés modernes, ou en tout cas qui se disent modernes. On les voit dans un endroit très précis qui a fait la une de toutes les télévisions pendant plusieurs jours. Je pense à l'Alberta, à Fort McMurray, qui n'était rien qu'un petit poste dans la taïga, dans la forêt boréale, qui est devenu la capitale des sables bitumineux. Ces sables bitumineux pour lesquels il faut consommer énormément d'eau, qui ont procédé à la déforestation de la forêt boréale, et j'y reviendrai parce que vous avez parlé de l'Arctique et de l'Antarctique, et qui de plus provoquent des déchets toxiques que l'on entrepose dans des lacs, et accessoirement, si je puis dire, des conséquences sur les peuples premiers qui vivent dans cette région très au nord de la planète, à des latitudes très élevées. Et cet incendie majeur ce n'est pas un fait divers, ce n'est pas un phénomène naturel, c'est lié à un type d'extraction d'énergie fossile dont on ne voudrait pas se passer. Et je pense que McMurray, ça sera un petit peu le Pripyat du réchauffement climatique. La ville de Pripyat a été évacuée et plus personne n'y reviendra après la catastrophe de Tchernobyl. On peut dire qu'il se passera à peu près la même chose à Fort McMurray. Rappelez en dernier ressort sur cette évocation que la température moyenne au printemps 2016 dans l'Alberta était de 30 degrés, alors que normalement à cette saison elle est de 15 degrés. Alors c'est l'effet d'El Niño sans doute, mais c'est aussi l'effet du réchauffement climatique, puisque l'extraction des gaz de schiste comme des sables bitumineux, ça conduit au réchauffement climatique. Forêt boréale, pourquoi ? Parce que malheureusement dans la COP21, la question de l'Arctique et de l'Antarctique n'a pas été évoquée. Et nous avons beaucoup tardé en France à mettre en place ce qu'on appelle la feuille de route. Or, le rapport que nous avons rédigé avec mon collègue Hervé Guémard pour la Commission des Affaires étrangères sur les effets du réchauffement climatique sur l'Arctique et l'Antarctique montre que ce sont des régions extrêmement sensibles et que cet endroit, notamment en Arctique, qui est beaucoup plus habité que l'Antarctique qui est un continent, alors que l'Arctique n'est qu'une banquise occupée, c'est à peu près 2 à 3 fois les effets du réchauffement climatique sont multipliés par 2 ou 3 par rapport à nos latitudes, et c'est donc un excellent baromètre, si je puis m'exprimer ainsi, des effets du réchauffement climatique. Dire que je regrette, comme beaucoup, que l'on ait, comme trop peu, que l'on ait procédé à la prorogation de l'état d'urgence. Cet état d'urgence qui a empêché que la société civile participe activement à la COP21. Or, nous savons qu'on ne changera pas le climat par le haut, mais qu'on le fera aussi avec les peuples. Et que les organisations non gouvernementales qui se mobilisent à travers le monde, et c'est un des effets positifs de la mondialisation, finalement n'ont pas pu accéder à cette COP21 et y formuler non pas leurs contre-propositions, mais des propositions alternatives du style de celles que l'on entend en France, avec des mouvements comme Alternatiba ou comme France Nature Environnement ou comme la Fondation Nicolas Hulot ou comme d'autres ONG. Et donc je pense qu'il manquait effectivement quelque chose. Se féliciter, si l'on peut le faire, de ce que la France soit l'un des premiers pays à ratifier la COP21,
Enfin, nous avons obtenu de Madame la ministre de l'écologie hier, parce que nous l'avons posé la question, que EDF, dans lequel l'État possède 82% d'actions, arrête d'importer des gaz de schiste dans son gaz liquéfié. L'engagement a été pris devant l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, que ces 40% de gaz de schiste dans le gaz liquéfié seraient supprimés. Nous savons que le gaz de schiste est un acteur du réchauffement climatique, et dire que la France, qui se présente comme le pays de l'excellence écologique, il y a très loin de la coupe aux lèvres. La France est très en retard par rapport au développement des énergies renouvelables, pas simplement par rapport à l'Allemagne ou à l'Espagne, mais même aussi par rapport à d'autres pays que l'on considère comme de mauvais élèves. Et la loi sur la transition énergétique, je tiens à le dire ici, n'est qu'un chiffon de papier, depuis que le gouvernement a décidé de reporter à 2019, c'est-à-dire reporter la patate chaude aux gouvernements qui suivront, la question du nucléaire. Et quand on voit l'acharnement du ministre de l'économie et d'EDF à vouloir continuer d'exporter des centrales nucléaires dans des pays qui n'en veulent plus, comme par exemple la Chine, on se dit que tout cet argent que l'on dépense, comme dans le tonneau des Danaïdes, on ferait mieux de l'investir, y compris avec EDF, dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Voilà pourquoi je doute de la, non pas de la bonne volonté, mais de la sincérité de la France dans son engagement pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. Ces observations, je voulais les formuler devant vous pour qu'elles soient notées au nom des écologistes, mais bien évidemment, nous accorderons le bénéfice de la bonne foi plutôt que celui du doute à ce gouvernement qui nous demande de ratifier cette COP21, car il faut le faire, mais nous savons qu'il y a encore beaucoup de chemin à réaliser. Bien, merci, chers collègues. Compte tenu de votre engagement ancien et réitéré et très fort sur ce sujet, je vous ai laissé parler longtemps. Vous avez vu le visuel, là, hein? C'est vraiment très, très frappant, n'est-ce pas? Alors, André Schneider? Merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord, avant toute chose, féliciter le rapporteur. Nous avons une certaine habitude de travailler ensemble ici et à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, donc je ne suis pas surpris par la qualité de son propos. On ne peut être que sensible également à beaucoup de propos tenus par Noël Mamère, même si nous sommes déjà beaucoup habitués, et il a raison de dire quand même que nous aimerions tous que ça aille un tout petit peu plus vite ici ou là. Mais il ne faut pas toujours regarder le verre à moitié vide, mais regardons-le à moitié plein, et je crois que, monsieur le rapporteur, vous avez parfaitement traduit cette idée que cet accord, c'est une avancée, et qui, bien sûr, en appelle beaucoup d'autres. Vous avez évoqué beaucoup de points. Je fais aussi un petit clin d'œil à Vincent Tocan. Nous avons eu l'occasion aussi de travailler ensemble sur des questions qui viennent d'être abordées à l'instant, et plus particulièrement en ce qui me concerne, à la Commission des Affaires européennes, sur sécurité et changement climatique. Je voudrais à ce propos juste ajouter un élément, ça a été un peu abordé tout à l'heure, c'est que les migrations de population que nous connaissons aujourd'hui, c'est rien à côté des migrations climatiques qui nous attendent si la sagesse ne triomphe pas dans le monde. Alors, pour ne pas faire trop long, puisque beaucoup de choses ont été dites, vous savez bien que la géopolitique mondiale, elle change beaucoup dans les attitudes. J'entends encore de mes propres oreilles en langue allemande Madame Merkel dire il y a 10 ans, wir müssen alles stoppen, wir müssen alles verbieten. Enfin, il faut qu'on fasse marche arrière, il faut que la pollution, nous luttions contre, l'énergie nucléaire, etc., etc. Et puis, depuis qu'on a beaucoup de charbon et de gaz de schiste, dire wir haben Kohlen, wir brauchen Geld. Nous avons du charbon, il nous faut de l'argent. Toujours la même personne. Donc, nous avons été ensemble aux États-Unis. On nous a dit de toute façon, vous polluez de toute manière en Europe, vous ne faites pas grand-chose. De l'autre côté, la température, elle monte de toute manière, alors un tout petit peu plus, un tout petit peu. American first, sir.
economic first. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire et je suis sensible au fait qu'il y a des engagements pris, cher Pierre-Yves, par ces pays, notamment la Chine et les États-Unis, de dire qu'ils vont ratifier. Bon, je suis un peu comme saint Thomas, je croirais absolument quand j'aurais vu quelque part la signature sur ces choses. En tout cas, je me félicite à mon modeste niveau. Je m'exprime pas, mon groupe n'est pas très nombreux cet après-midi, mais je pense quand même pouvoir m'exprimer un petit peu en son nom pour que cet accord français soit signé, qu'il y ait une très très grande, j'ai vu par hasard des ministres africains revenir sur Paris en revenant de New York et dire combien ils étaient impressionnés par l'entente de tous ces chefs d'État et de gouvernement et la volonté qui semblait vraiment se ressentir fortement avec une certaine donc, émotion de ces pays d'aller vers l'avant pour protéger leur jeunesse. Alors je pense que c'est un premier pas, monsieur le rapporteur, et je pense qu'à l'unanimité, je l'espère, et pour les présents et les absents que nous représentons, eh bien, seront derrière vous pour soutenir totalement ce rapport d'une grande qualité. Merci, chers collègues. Alors, vraiment, je réitère mes excuses de devoir vous quitter maintenant. Je remercie Odile Saugue d'avoir accepté de prendre la présidence. Pardon, cher rapporteur. Je redis à quel point votre rapport était à la fois important, intéressant et percutant. Et j'espère, moi aussi, qu'il y aura une approbation unanime dans cette commission. Je remercie Vincent Tocane qui travaille d'arrache-pied sur tous ces sujets également. Et je m'excuse aussi auprès de Philippe Gomas de ne pas pouvoir l'écouter, car les deux précédentes interventions étaient très intéressantes et la sienne, certainement, le sera également. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Juste un mot pour situer la place particulière des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie par son titre 13 dans le cadre de l'application de la COP 21. Nous avons en réalité plusieurs possibilités. La première, c'est d'être exclu du champ d'application de l'accord de Paris. C'est ce qui avait été fait en ce qui concerne le protocole de Kyoto en 1997, où une déclaration interprétative avait été déposée à l'ONU de façon à exclure certaines des collectivités ultramarines françaises, parmi lesquelles la Nouvelle-Calédonie. La deuxième possibilité, c'est d'accepter d'être dans le champ d'application de l'accord de Paris. Et dans cette hypothèse, deux cas sont susceptibles d'être mis en œuvre. Le premier, c'est d'être intégré dans la bulle européenne, premier cas de figure, ce qui nous soumettra à l'ensemble des objectifs en termes de réduction qui ont été définis et qui, bien sûr, n'apportera pas aux collectivités concernées la flexibilité dont elles pourraient avoir besoin par rapport à leurs propres objectifs de réduction des émissions. La deuxième hypothèse, et c'est à mon avis, si on décide d'être soumis à l'accord de Paris, la plus probable et la plus pertinente, c'est que la France dépose une contribution spécifique pour la réduction des émissions de ces collectivités de l'article 74 et de la Nouvelle-Calédonie. Si tel est le cas, il faudra d'ailleurs que la contribution s'applique à l'ensemble des collectivités et pas à une seule, même si chacune d'entre elles pourra définir ses propres objectifs de réduction de ces émissions. Je crois que c'est le dispositif le plus pertinent qui permet, je dirais, en quelque sorte d'adapter l'esprit et les objectifs de l'accord de Paris à chacune des collectivités ultramarines. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, a vocation à délibérer sur le sujet dans les prochains jours pour exprimer son avis sur la question. Et je crois que c'est sans préjuger de la décision finale qui sera prise, je crois que c'est en tout état de cause le chemin qu'il est susceptible de prendre pour faire en sorte que l'accord de Paris soit également applicable à notre île, en sachant que nos contraintes sont particulières. Il y a 3 usines métallurgiques qui sont susceptibles de représenter
180 000 tonnes de production de nickel, c'est-à-dire près de 10% de la production mondiale, que chacune d'entre elles aujourd'hui est alimentée par une centrale électrique, deux au charbon, une au fioul lourd, et que bien sûr nous sommes un gros contributeur à l'échelle de la planète en général et de la zone Pacifique en particulier en termes de gaz à effet de serre. Et donc nous aurons des efforts particuliers à mener pour faire en sorte que dans les décennies à venir, notre position soit plus correcte par rapport aux objectifs d'intérêt général qui ont été rappelés par le rapporteur et qui sont les objectifs fixés par l'accord de Paris. Merci Madame la Présidente. Plus personne ne demande la parole. Moi, je voudrais, à titre personnel, féliciter pour votre enthousiasme, vous féliciter, monsieur le rapporteur, pour votre enthousiasme et votre optimisme. Et je pense que c'est notre différence d'âge qui qualifie à la fois l'un et l'autre, parce que dans ma famille, j'avais fait preuve d'un très grand pessimisme concernant cette COP 21. Et bon, c'est vrai que nos estimations ne sont pas les mêmes, mais je voudrais y croire. Donc, vous me donnez une raison d'y croire, et je vous en remercie. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Je vais répondre à Noël Mamère, parce que je le voyais tenter de partir. Donc, bon, bah, je commence, d'autant, cher Noël, que vous étiez le premier à parler, donc c'est plus que légitime. Vous dites l'accord n'est pas contraignant. Pour une part de cet accord, en effet, il n'est pas contraignant. Certains aspects peuvent l'être, mais nous étions comme dans une seringue au Bourget, avec notamment un obstacle qui n'est pas sans rappeler les difficultés de Kyoto, qui est celui de la difficulté de ratification américaine. Et en fonction de ce que l'on écrivait ou n'écrivait pas dans l'accord, on se retrouvait ou non dans le champ d'un executive order, qui est le choix retenu par l'administration Obama pour faire passer l'accord du papier aux actes, ou dans le cadre d'une ratification sénatoriale classique, auquel cas, avec la majorité républicaine actuelle, malheureusement, le résultat serait assez prévisible. Et donc, tout l'exercice des négociateurs et des rédacteurs de cet accord a été de trouver mot par mot les éléments permettant de caractériser ce qui permettait, entre autres, au président des États-Unis de tendre à une entrée en vigueur de l'accord sans passer par le Sénat, et puis en même temps de prendre aussi les points difficiles, les conditions posées par quasiment tous les États qui tous aussi avaient des intérêts nationaux en jeu et à défendre. Laurent Fabius, quand il est venu devant nous au mois de février, avait raconté le fond de l'histoire de Charles et Chaude, racontant que c'était un élément rédactionnel qui à un moment avait conduit à distinguer Charles de Chaude ou Chaude de Charles, avec d'un côté une obligation de résultat, de l'autre côté une obligation de moyens. Et je conçois qu'en effet, de l'un à l'autre, il y ait une grande différence. Je crois profondément cependant, et je le disais dans mon intervention, que l'absence de mécanisme même de sanction à l'intérieur de l'accord n'est finalement pas si conséquent que ça, dès lors que cet exercice se place au vu et su de la communauté internationale et dans un exercice de transparence, au demeurant, où la société civile, en particulier les ONG, ont une capacité de rameuter les peuples dans un choix de name and shame, comme je le disais tout à l'heure. Si un État se retrouve isolé pour quelques pratiques ou politiques que ce soit en rupture avec le fond de l'accord que par ailleurs il aurait signé et ratifié, l'opprobre international vaut toutes les sanctions, a fortiori quand il y a derrière ça aussi une dynamique commerciale. Vous dites il n'y a rien sur les énergies fossiles, citant la demande de l'Arabie Saoudite et celle du Canada de Harper, en effet, pas le Canada de Justin Trudeau. En effet, mais je me souviens aussi que Laurent Fabius, intervenant devant nous en février, avait rappelé que pour des États dont 95% du commerce dépend des hydrocarbures, il n'y a pas une spontanéité immédiate de consentir à des choix que d'autres peuvent plus facilement faire.
non pas que je défende en rien hein, les États qui auraient quelque pudeur que ce soit à avancer en la matière, mais je crois que chacun a consenti à faire un bout de chemin, y compris ces États-là, et il faut en prendre acte et s'en réjouir, quand bien même, et vous avez totalement raison, ce qui se passe en Alberta depuis maintenant une semaine à Fort McMurray est révélateur de tous les désastres que l'exploitation à la fois des gaz de schiste et des sables bitumineux peut alimenter. Et l'expression le Pripyat du réchauffement climatique est, de mon point de vue, largement légitime au regard du drame dans l'Alberta au Canada. Il y a peu de choses sur les pôles, c'est vrai, mais l'on a noté quand même des références multiples à ce qu'est l'Antarctique aujourd'hui dans l'évolution du réchauffement de la planète. Longtemps, on a considéré que tout ça était neutre, en réalité non. La fonte des glaciers en Antarctique est réelle et rapide et alimente d'autant plus facilement la remontée des eaux des océans. Vous dites l'état d'urgence a limité la présence des ONG. C'est possible, en effet. Mais j'ai veillé, dans les auditions que j'ai conduites, à en rencontrer beaucoup d'ONG, à essayer de m'imprégner de leur recul sur ce qui s'était passé au Bourget, de les solliciter également sur les relations qu'elles avaient pu avoir les unes avec les autres, peut-être avec celles qui n'avaient pu être présentes, et de ce que j'ai entendu à la fois de la Fondation Nicolas Hulot, de France Nature Environnement, du WWF, je crois que j'ai eu un bon retour et un retour satisfaisant de leur point de vue de ce qu'avait été la conférence, de ce qu'il convenait de faire en matière d'application, y compris même dans notre propre pays, et une part de ce que vous disiez sur la transition énergétique, notre transition énergétique, était un message que notamment France Nature Environnement m'a passé durant nos auditions. Je relève une dernière chose concernant la transition énergétique, et ça me ramène à la dernière audition conduite ce matin avec Jean-Pascal Van Niepersel, qui est l'ancien vice-président du GIEC, qui pointait, et je n'avais jamais imaginé à quel point c'était tellement détaché du reste des activités à encourager pour lutter contre le réchauffement climatique, à la pertinence de l'investissement dans le secteur de l'efficacité énergétique. Je ne voyais pas à ce point un écart entre d'un côté l'efficacité énergétique, de l'autre côté les énergies renouvelables. Et je me propose, on en parlera avec le bureau de notre commission, que nous puissions peut-être faire revenir Jean-Pascal Van Niepersel, qui a fait toutes les COP depuis le début, depuis le sommet de la Terre, afin de partager avec nous son recul et surtout les analyses qui sont les siennes. Les quelques slides qu'il a pu partager avec moi et M. Tocan étaient incroyablement exemplaires, et je pense qu'il y aurait beaucoup à apprendre pour nous et à échanger pour nous avec une personnalité telle que celle-ci. En réponse à André Schneider, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler ensemble, autant ici qu'à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et je ne doutais pas, en entendant la question, les commentaires d'André Schneider, que le verre soit plutôt à moitié plein qu'à moitié vide, et ça me fait plaisir. Il y a, c'est vrai, comme il le relevait, des avancées majeures dans l'accord de Paris, et il faut le ratifier vite. J'ai noté une phrase d'André Schneider mentionnant les migrations climatiques qui nous attendent sans commune mesure avec celle dont on parle aujourd'hui, et c'est parfaitement vrai. Dans mon travail d'audition, j'ai rencontré hier Jean-Louis Borloo, au titre de la Fondation Énergie pour l'Afrique, et c'est également l'un des éléments les plus marquants qu'il a souhaité mettre en tête de son intervention, en disant énergie pour l'Afrique, c'est énergie pour d'abord garder les gens en Afrique, et garder les gens en Afrique, c'est l'électrification. À la fois, bien sûr, pour le développement économique, mais à commencer par l'électrification des villages, des lieux de vie, des écoles, des lieux de soins. Et je pense que c'est l'un des thèmes majeurs en termes d'application vigilante de l'accord de Paris que nous devrons suivre, tant ceux d'entre nous qui ont une passion, un intérêt pour les affaires de climat, que ceux qui ont l'expérience du continent africain, à l'évidence. Et j'espère que nous aurons de nouveau l'occasion d'échanger avec Jean-Louis Borloo dans ce cadre.
C'était bien d'avoir cité Madame Merkel sur le charbon, wir haben Kohle, wir brauchen Geld. Ça me rappelle des échanges pas lointains. Que va faire l'Allemagne? C'est un thème que je n'ai pas abordé, et le reste de l'Europe d'ailleurs. Un thème que je n'ai pas abordé dans mon propos liminaire. Il est évident que l'exercice que nous menons, nous Français, de ratifier vite, vise à tirer derrière nous les 27 autres, avec un objectif ambitieux, qui est de réussir la ratification des 28 États de l'Union européenne avant la COP22 à Marrakech en novembre. Ça vient vite, hein, et de pouvoir ensuite déposer ensemble nos instruments de ratification et faire 28 plus 1, c'est-à-dire de mettre derrière nous l'Union européenne, puisque nous avons dans l'accord de Paris des compétences qui relèvent aussi de l'Union européenne. Que fera la Chine? J'en reste aux informations qui m'ont été transmises, à savoir que la Chine ambitionne de conduire son processus de ratification avant le G20, c'est-à-dire avant septembre. Et si la Chine y parvient, c'est à la fois un signal politique, mais c'est derrière cela aussi un signal économique que nous devons prendre en compte. Merci à Philippe Gomez pour son intervention sur la Nouvelle-Calédonie, à la fois rappelant ce qu'avait été le choix applicable à ce territoire en relation au protocole de Kyoto, comme également maintenant à la possibilité d'être dedans, et ça serait plutôt bien d'être dedans que dehors, mais ou bien dans la bulle européenne avec l'ensemble des objectifs et des contraintes posées par le cadre européen, ou bien dans un cadre un peu plus différent, un peu plus sui generis, je crois, qui verrait la France déposer une contribution spécifique pour les collectivités couvertes par l'article 74 de la Constitution. Si telle est la manière la plus aisée à la fois pour que la Nouvelle-Calédonie, ce territoire, contribue à l'effort international et en même temps fasse valoir la spécificité industrielle qui est la sienne, notamment en relation à la métallurgie et de fait au nickel, je pense qu'il est nécessaire d'aller dans ce cadre et je suivrai avec attention ce que sera et le débat et le vote du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, si j'ai bien compris, dans les tout prochains jours. Enfin, pour notre présidente, Odile Sauge, si j'ai pu communiquer une part d'enthousiasme, tant mieux. J'espère ne pas l'avoir été de trop enthousiaste, parce que c'est un exercice profondément sérieux et disons-le franchement, toujours marqué d'incertitude aussi. Mais si par contre j'ai pu envoyer un vent d'optimisme, là j'en suis heureux, parce que je crois, regard du résultat de la conférence de Paris, que nous avons là un élément marqueur de ce qu'ont pu être les relations internationales ces derniers temps, un élément marqueur parce que différent, une méthode différente qui veut que le gouvernement français, président la COP, ait invité les chefs d'État et de gouvernement à venir au début de la COP et non pas à la fin, comme Copenhague avait pu en être l'exemple, et à dire, voilà, le chef d'État passe à la tribune, nous vous donnons la mission dans les 12 jours de réussir le deal, et maintenant nous vous laissons dans votre conclave et vous allez au bout. Ça a marché. Je crois qu'il y a derrière ça une méthode que la vie internationale retiendra, mais il y a plus fondamentalement, je crois, un message à l'ensemble des acteurs de la vie civile, au-delà de la vie politique, les ONG, qui ont joué un rôle majeur dans la conférence, en amont de la conférence, et qui en joueront un plus grand, je crois, dans la surveillance de l'application des décisions par chacune des États parties. Et je me répète en disant ça, le rôle de l'industrie, qui possède les solutions, tant à la fois parce qu'elle est celle qui mène la recherche, elle est celle qui est parfois à peu de temps des ruptures technologiques nécessaires. J'ai cité le stockage de l'électricité, on peut aussi parler des réseaux intelligents en termes de distribution d'électricité. On doit parler de tout ce qu'il est possible d'imaginer et de faire en termes d'efficacité énergétique. L'industrie fera ça. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que derrière le combat pour la planète, il y a aussi une volonté de développer une économie différente, une économie décarbonée, une économie inclusive, et de créer de l'emploi, chez nous bien sûr, mais là où il y en a peu aujourd'hui, et je reviens encore au thème de l'Afrique, si cher à
à nous tous et également à Jean-Louis Borloo, sur lequel il faudra que nous continuions à travailler. Merci. Merci, monsieur le rapporteur, pour ce panorama très large. Je mets maintenant la conclusion de... Je mets l'avis sur le projet de loi aux voix. Qui est d'accord pour l'adopter? C'est l'unanimité. Je vous en remercie. Ah, c'est remarquable. On a fouillé. Alors, c'est Madame Lebranchu. Je prends ta place. J'avais la tête ailleurs.